Mesdames, Messieurs, bonjour. L'heure du jury du dimanche. Nous avons le plaisir de recevoir Abdoul Mbaye, président de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail, ACT, et ancien Premier ministre du président Macky Sall. Bonjour, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Mamadou Ibrakane. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Sa nomination fut une surprise, sauf bien sûr pour ceux qui étaient dans le secret des dieux. Les habitués des arcanes du pouvoir disent souvent que personne ne sait ce qui se passe dans la tête d'un président de la République. Un président, attendez-le à gauche, il se retrouve à votre droite. Le 3 avril 2012, le président nouvellement élu par les Sénégalais en remplacement du président Abdoulaye Wade sort de son chapeau un banquier que personne n'avait vu venir. Abdoul Mbaye est ainsi nommé Premier ministre pour conduire le tout premier gouvernement de la deuxième alternance démocratique au Sénégal. Il n'y fera pas de vieux os et ne battra pas non plus le record de longévité à ce poste ô combien instable. Le 1er septembre 2013, le président Macky Sall met fin à ses fonctions. Cela fait aujourd'hui 6 ans, jour pour jour, que l'ex-premier collaborateur du chef de l'État, devenu par la suite opposant, a quitté le 9e étage du building administratif. L'enfer du 9e étage, pour paraphraser quelqu'un. L'invité du jury du dimanche est donc le président de l'ACT, Alliance pour la citoyenneté et le travail. Première question, Abdoul Mbaye, avez-vous des regrets d'avoir été Premier ministre et le tout premier à cette fonction du président Macky Sall depuis qu'il est au pouvoir? Écoutez, avoir eu l'opportunité de servir mon pays, de servir mes compatriotes, évidemment, cela, ça ne peut pas donner lieu à des regrets. Mais je vous avoue que, compte tenu de ce qui s'est passé après, et compte tenu d'ailleurs de ce qui s'est passé tout de suite, mais dont je n'étais pas informé, je fais notamment allusion à des affaires comme celle de Petro-Tim, c'est vrai que je nourris quand même quelques regrets, en ce sens que, vous savez, il y a des fonctions qui vous font entrer dans l'histoire, il est important de laisser une belle marque, et malheureusement, au vu de toute l'énergie que je suis en train de déployer aujourd'hui pour justifier le sens d'un contre-saint, pour indiquer que j'ai été mêlé malgré moi à cette lamentable affaire, eh ben, je crois que je m'en serais peut-être passé. En tout cas, si c'était à refaire, Avec le recul, il est certain vous n'auriez pas accepté. Sachant que j'allais trouver ça, si aujourd'hui, par exemple, on me refait la proposition, je dis non, c'est clair, c'est net. Mais vous l'aviez accepté à l'époque quand même. À l'époque, attention, nous étions quand même dans un contexte totalement différent. Un contexte du discours tenu par le président Macky Sall qui avait un caractère exceptionnel et qui avait, à l'époque, trompé tout le monde et qui était celui que tout le Sénégal attendait, y compris la communauté internationale. Mais il y a justement qu'il y a certains de vos compatriotes, des Sénégalais, qui disent mais le président l'a sorti de l'anonymat, il s'oppose à lui de cette façon, de façon frontale. Alors j'ai vu que vous m'avez fait sortir d'un chapeau. Je pèse quand même un peu plus que ça. Oui. Je crois que le chapeau était un peu étroit pour moi. Il faut quand même savoir qu'à l'époque, j'ai déjà une très longue et belle carrière de banquier, de financier, de responsabilité au sein du patronat, etc., etc. Et je ne sors pas de nulle part, quand même. Je pense avoir un pédigré qui pouvait justifier que je sois mis à ça. Par contre, ce qui est exceptionnel à l'époque, et qu'il est resté depuis, c'est que pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, un Premier ministre n'était pas fonctionnaire et n'était pas homme politique. Ça, c'est vrai que c'était nouveau, mais à part ça... Et c'était un honneur qu'on vous avait fait. Un honneur non. Moi, je considère que le président avait besoin d'un soutien important, particulier,
pour contribuer au redressement de l'économie sénégalaise, à la remise en marche de l'économie sénégalaise, selon de nouveaux paradigmes qu'il avait annoncés, la fin de la KBJ, la gestion sobre et vertueuse, le fait de mettre le sens de l'État avant celui de l'appartenance à un parti politique. Et il a considéré que j'étais l'homme de la situation, mais ce n'est pas une faveur qui m'a été faite. Je considère, moi, qu'en me mettant au service du président de la République, mais je lui rendais service aussi. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Je n'ai pas accepté immédiatement comme ça, j'ai dû quand même, avant même de m'engager pour le soutenir simplement, j'ai dû échanger avec des proches qui me disaient « Non, 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 on n'y touche pas, les politiques sénégalais, ils sont comme ceci, ils sont comme cela ». Mais j'ai considéré qu'il était de mon devoir d'essayer de contribuer à un changement avant la victoire du président Macky Sall. J'ai considéré qu'il était de mon devoir de soutenir un candidat sans en attendre quoi que ce soit. Et vous étiez vraiment son premier choix? Écoutez, ça, vraiment, je ne peux pas vous le dire. Je pense, en tout cas, moi, j'ai eu à choisir des seconds, j'ai eu à choisir des directeurs généraux adjoints. Je ne me limite jamais à un premier choix. Il y a d'abord une palette, et puis, en fonction d'un arbitrage que vous finissez par faire vous seul et tout seul, vous faites votre choix. Dans une émission à la télévision, diffusée quelques heures avant votre départ de la primature, vous me confiez que votre seule ambition était de soutenir le président Macky Sall afin qu'il puisse faire 2 mandats, en précisant 2 fois 5 ans. Après 10 ans, vous seriez assez vieux, je vous répète aussi, pour prendre définitivement votre retraite. Quelque chose a-t-il changé dans vos prévisions? Écoutez, nous étions, autant que je me souvienne, c'était d'ailleurs 3 jours, très peu de jours avant que je ne quitte mes fonctions, donc on était fin août 2013. Et très sincèrement, à ce moment-là, nous étions encore dans une dynamique de travail, d'avancée, avec quand même quelques dossiers sur lesquels je ne partageais pas toujours la vision de Monsieur le Président de la République, mais je ne voyais à l'époque aucune raison d'aller contre son projet qui, jusqu'à ce moment-là, restait quand même orienté dans le sens de la réduction des souffrances des Sénégalais, dans la recherche d'un développement économique au profit de tous, dans le fonctionnement sobre de l'État, etc., etc. Et quand je vous répondais, je n'avais pas l'ambition non plus de rester 10 ans Premier ministre avec le président Macky Sall, c'est une évidence. Par contre, et je l'ai fait après, j'étais dans une dynamique qui devait me conduire à continuer à le soutenir, même en quittant mes fonctions. Oui, et qu'est-ce qui a changé? Mais ça s'est passé comme ça. Ça veut dire que j'ai quitté mes fonctions, j'ai créé un club de réflexion qui s'appelle Club Travail et Vertu, et j'ai continué à travailler avec autour de moi des cadres de très grande qualité pour le président Macky Sall, en contribuant à lui fournir des recommandations en matière de politique publique. Par contre, il y a eu en 2016 ce qui m'a vraiment complètement déstabilisé et qui m'a ensuite conduit à faire des choix forts. Ça, c'était le début 2016, vous vous souvenez, le référendum, et qui m'a conduit en mai 2016, donc quelques mois plus tard, à m'engager politiquement. Voyez-vous, le président Macky Sall avait pris plusieurs engagements. Et sans aucun doute, celui qui le faisait entrer dans l'histoire était le suivant: j'ai été élu pour 7 ans, je reste au pouvoir, je réduis mon mandat à 5 ans, parce que le mandat d'un président de la République, il doit durer 5 ans. C'est une appréciation, mais surtout c'était un engagement incroyable qui
à mes yeux, apparaissait comme une sorte de pilier pour tout le reste. Et un engagement qui avait séduit les plus grands de ce monde. Je me souviens Nicolas Sarkozy disant « mais ça, c'est de la grandeur ». C'était, tout comme aujourd'hui on est fier de Kagame, moi j'étais fier de mon président. J'étais fier de Macky Sall, sur la base d'un engagement pareil qu'il était capable de prendre. Remettre en question cet engagement et surtout utiliser le Conseil constitutionnel pour le justifier. Alors que quelques semaines avant cela, il m'avait confirmé qu'il allait réduire son mandat, mais qu'il n'y avait rien de pressé, et qu'il était juste important de changer le référendum, de changer la Constitution par référendum. Je le vois faire dire au Conseil constitutionnel que son mandat est de 7 ans, mais cela tout le monde le savait, et considérer donc qu'il ne pouvait pas réduire le sien, mais dans le même temps, organiser un référendum. Mais le référendum peut tout. Et il l'avait dit, le référendum pouvait réduire son mandat. J'ai à ce moment-là écrit, produit une tribune dans laquelle, je crois que vous vous en souvenez, j'ai dit je ne suis pas pour. Il y a des choses correctes et bonnes pour le Sénégal dans la réforme constitutionnelle, mais il y en a qui sont inutiles et qui, à mon avis, nous faisaient replonger, au-delà de ce renoncement d'ailleurs, dans de la politique politicienne. Mais 10 ans après, quand même, vous seriez assez vieux, non? Pour prendre votre retraite, définitivement. Écoutez, moi j'ai pensé une première fois déjà à prendre ma retraite. Vous savez, j'ai commencé à avoir des responsabilités très très tôt. Donc, 25 ans passés déjà, j'étais dans des responsabilités au sein de la Banque centrale. Ensuite, à 29 ans, président-directeur général d'une banque, le plus jeune de l'Union monétaire ouest-africaine. J'ai beaucoup travaillé, on m'a confié des redressements de banque. J'ai pris ma retraite anticipée. Oui. Finalement, j'ai accepté de devenir Premier ministre. Croyez-moi, c'est loin d'une retraite. Oui. Ensuite, j'ai de nouveau décidé de prendre ma retraite. Puis, en 2016, je me suis dit, non, Abdoul Mbaye, tu n'as pas le droit de rester spectateur. Vous avez changé d'avis. J'ai changé d'avis, très sincèrement. C'est pas du wahwaket comme ça? Ah non. Changer d'avis par rapport à un état de retrait et de sommeil. C'est différent. C'est-à-dire que je décidais intérieurement, je n'ai pas dit à quiconque. Oui, vous aviez dit dans cette émission, ça n'a pas correspondu. 10 ans après, je prendrai définitivement ma retraite. Ça, vous l'aviez dit. Oui, mais on était dans la construction d'un futur qui dépendait du contexte que je vous ai indiqué tout à l'heure. Ça veut dire qu'on était en 2013, 10 ans après 2012 et 2022. On n'est pas encore en 2022. On verra d'ailleurs si en 2022, je prendrai ma retraite ou pas. Mais ce qui est certain, c'est que le contexte avait évolué, ça je crois qu'on peut le comprendre. Ensuite, le wahwaket auquel vous faites allusion et auquel les hommes politiques nous ont habitués dans ce pays, et en particulier le président Macky Sall, c'est prendre un engagement vis-à-vis des populations du Sénégal, de ceux qui vous confient un mandat, et ne pas le respecter. Ceux qui vous regardaient ce soir-là ont pensé que c'était un engagement d'Abdoul Mbaye. Mais chacun apprécie. Non, il faut être très clair. Oui. J'ai décidé de me retirer, de prendre du recul par rapport à l'activité. Oui. Je constate que je n'ai pas ce droit, c'est ça, je n'ai pas le droit d'être spectateur et beaucoup de personnes sont venues me trouver. Je ne suis pas non plus entré en politique comme ça et m'ont demandé de m'engager parce qu'il était important qu'on ne soit pas spectateur. On est à la veille de la rentrée gouvernementale. Le premier conseil des ministres après les vacances devrait se tenir autour du chef de l'État mercredi prochain. De votre expérience de chef de gouvernement rapportée au contexte actuel, quels devraient être les grands dossiers qui rentrent de vacances? Bon, écoutez, un gouvernement qui rentre de vacances et qui n'aurait pas dû y aller, à mon avis, parce que d'abord, c'est un gouvernement tout neuf. Encore, ne dites pas gouvernement, je crois qu'on exagère un peu sur le concept. Ce sont des collaborateurs du ministre, du président de la République, pardon.
Les ministres sont des collaborateurs du président de la République. Le Sénégal n'a pas de gouvernement? Je ne vois pas de gouvernement. Un gouvernement, c'est une entité qui est responsable devant le Parlement. Ça n'existe plus. Vous avez des collaborateurs du président de la République, comme on aurait pu avoir des conseillers responsables de tel et tel secteur. Un point, c'est tout. Bon, si vous appelez ça gouvernement, utilisons le terme. Donc, ils ont pris des vacances. Je n'ai pas senti, avant les vacances, de l'anticipation forte sur les gros problèmes du Sénégal juste avant leur départ de vacances. Sur l'agriculture, par exemple, il était important, juste après la réélection du président de la République, parce que nous avions réussi cet effort-là, dès le mois d'avril, tenir des réunions, tenir un conseil interministériel consacré à la campagne agricole et bien la préparer, en tenant compte d'ailleurs des aléas climatiques possibles, parce que tout ça, c'est à prendre en compte. Je n'ai pas senti une préparation, une anticipation sur les problèmes que nous vivons aujourd'hui, qui sont les problèmes extrêmement graves d'inondation. Je n'ai pas senti. On n'est pas loin de la situation de 2012, quand vous C'est vrai que 2012 est pouvoir. arrivé. Tout de suite, nous avons pris toutes les mesures qu'il fallait. Tout de suite, nous avons tenu. C'est très bien de rappeler l'histoire. Et je suis heureux d'avoir un journaliste qui fasse ce souci, qui ait ce souci. Dès septembre 2012, nous avions mis en œuvre, présenté, fait adopter par le président de la République un plan décennal de lutte contre les inondations. Tout de suite après, en 2012-2013, pendant que j'étais encore aux affaires, nous avons engagé toute une série de mesures visant à lutter contre les inondations. Alors pour deux raisons. La première, c'est que cela constituait l'une des souffrances majeures des populations sénégalaises. Mais 6 ans après, ce n'est plus la même ampleur quand même. Laissez-moi Oui. poursuivre. Pour des raisons liées au fait que nous avons quand même résolu en moins de 6 mois toute une série de problèmes majeurs. Ça, c'était la première raison, donc alléger les souffrances des populations. Deuxième raison, la lutte contre les inondations, dans une logique économique keynésienne, supposait des investissements importants, mais des investissements à haute intensité de main-d'œuvre. Et ça, c'était important pour la relance de l'économie sénégalaise. Si vous avez lu, je ne sais pas si vous avez eu cette curiosité, si vous avez lu l'ouvrage que j'ai consacré à mon séjour à la primature, vous avez dû constater que le plus grand nombre de conseils interministériels que nous avons tenus ont été consacrés au problème des inondations. Oui, mais et en moins d'une année, nous avons résolu, par exemple, je me suis rendu aujourd'hui parce que le siège de notre parti s'y trouve, le problème, vous vous souvenez, d'inondations terribles au niveau de Philippe Maguilène-Senghor, résolu. Inondation terrible au niveau de la zone phare, résolu. Inondation sous le pont de Sénégal 92, résolu. Le problème énorme que nous avions à Grand Yoff, résolu. Et nous 6 ans après, donc, ce n'est pas la même ampleur. Ça n'est pas la même ampleur, mais ce qu'il faut constater, c'est que nous aurions pu résorber beaucoup d'autres cas. Et ce qu'il faut constater, c'est qu'à partir de 2013, tout a été abandonné. Vous avez entendu parler du plan décennal de lutte contre les inondations depuis 2013 ? C'est terminé. On ne s'en occupe plus. Et on ne se prépare quasiment plus à lutter contre les inondations, parce qu'il y a une partie qui doit être récurrente au-delà des investissements eux-mêmes. Vous dites que le gouvernement n'aurait même pas dû aller en vacances. Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent qu'il faut revoir la période des vacances gouvernementales au Sénégal, au-delà des appartenances politiques?
Oui, écoutez, vous savez, nous avons des modes hérités de ceux qui nous ont colonisés. Les périodes les plus denses pour l'économie sénégalaise, en tout cas, même à ce moment-là, c'était les périodes hivernales. C'est à ce moment-là, à l'époque où l'agriculture représentait plus du tiers de notre PIB, c'était à ce moment-là qu'il fallait être présent. Mais on se met en vacances. D'abord, a-t-on besoin de mettre toute une équipe de ministres en vacances? Mais que chacun s'organise pendant une période donnée pour prendre ses vacances, et pendant ce moment-là, disons 2 semaines de repos, ça suffit. Il faut revoir la période des vacances. À mon avis, pas la période de vacances, même la manière de l'organiser. Qu'on ne mette pas un État en congé. C'est pas possible. Qu'on ne mette pas la structure fêtière d'un État en congé pendant une période déterminée. Est-ce que c'est le cas, ce que vous dites là, cette situation que vous décrivez? On n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Tout le monde est dans un esprit de vacances. On rappelle les gens quand il y a des problèmes. Non. Qu'on apprenne à laisser les ministres choisir eux-mêmes pendant l'année la période de leur congé, pas plus d'1 semaine, 2 semaines maximum, peut-être 10 jours au maximum, et puis qu'en fonction de ça, l'activité ministérielle soit une activité continue. C'est un avis personnel. L'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye est l'invité du jury du dimanche d'e-Radio. Parlons du pétrole, du gaz et du fer. Qu'est-ce qui vous oppose, mais véritablement au pouvoir, sur la question des ressources naturelles? Écoutez, d'abord, je pense qu'il est important qu'il y ait un changement d'appréciation de la question des ressources naturelles au plus haut sommet de l'État, mais même au niveau des fonctionnaires. La Constitution a été changée en 2016. Je ne sais pas si celui qui a été à l'origine de cette modification et ceux qui aujourd'hui vivent la nouvelle Constitution ont pris conscience de l'importance de la modification portant sur la nature et la nouvelle conception des ressources naturelles. Mais il s'agit de biens appartenant au peuple du Sénégal. Ce sont des biens sociaux. Ça n'est plus une simple responsabilité d'État ayant la responsabilité de gérer. Non. Les ressources naturelles sont devenues des biens sociaux, appartenant à tous les Sénégalais et appartenant à chaque Sénégalais. Est-ce que c'est l'abus oui. de biens sociaux, oui. Il faudra bien oui. que ce soit introduit dans notre jurisprudence lorsque un citoyen aura décidé de porter plainte parce qu'on aura abusé des ressources naturelles. Justement, est-ce que ce n'est pas le mérite du pouvoir de l'avoir fait inscrire dans la Constitution, à mon avis, très et sincèrement, également d'adhérer à l'initiative ITIE? On ne confondons pas les choses. Adhérer à l'initiative de l'ITIE, ça vous permet de respecter un certain nombre de critères, d'obligations, mais très sincèrement, ça ne garantit pas une transparence totale. Et on va y venir en citant les exemples. Mais, même s'ils ont changé la Constitution, je crois qu'ils n'en ont pas perçu toutes les conséquences. Mais aujourd'hui, et notamment pour les fonctionnaires qui s'impliquent dans ce genre de situation, en préparant des dossiers, en signant parfois des documents, il faut qu'ils aient conscience de ça. Parce qu'un jour viendra où il faudra rendre compte. Il faudra rendre compte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, commençons d'ailleurs par le faire, c'est qu'il faut être transparent. Nous sommes dans des procédures ouvertes, des appels d'offres ouverts. Mais qu'est-ce qui empêche, avant de signer, de faire savoir ce qu'on va signer? Vous savez, le débat sur le fer de la Falémé, je pense qu'il est mal engagé.
Cette semaine, Ousmane Sonko a fait une conférence de presse. Voilà. Oui. Je vais revenir sur le pétrole, mais je commence par le faire parce que c'est une actualité plus brûlante. Il y a scandale. Et Ousmane Sonko a raison d'insister là-dessus et de faire toucher du doigt aux Sénégalais. Le gouvernement dit non, il n'y a aucun scandale. Mais vous savez, le vrai problème, c'est qu'il ne s'agit pas de faire de la Falémé. Mais M. Mamadou Ibra Kane, relisez l'accord. Il n'y a pas d'engagement à exploiter le fer de la Falémé. Ou alors, il est tellement léger parce qu'on le fait dépendre du chemin de fer. Vous avez lu quel accord? J'ai lu un accord. Le MOU ou le contrat lui-même? Mais vous savez très bien que le MOU est différent du contrat. C'est vrai. Le contrat. Sous le contrôle du banquier que vous êtes. D'accord, voilà. Mais justement, il est nécessaire, lorsqu'il y a du débat pareil, il est nécessaire de publier le contrat. Que tout le monde sache ce qu'il y a. Mais sur la base des documents signés, qui valent protocole d'accord. Mais ce document est un scandale. D'abord, il n'est pas question de faire de Falémé. Ou très peu. Très peu, M. Kane. Si vous permettez, le gouvernement explique, mais vous permettez, pour la clarté des choses, surtout pour les auditeurs, le gouvernement explique que cet accord signé avec la société turque Tosyali ne concerne que le 10e des ressources de la Falémé. Mais je vous dis que ça concerne encore moins que ça. Ça concerne encore moins que ça parce que, à moins que le contrat ait changé radicalement, Tosyali dit, mais moi, je n'utiliserai le minerai de fer que lorsque le gouvernement du Sénégal aura fait le chemin de fer. Attention. Donc il y a une condition forte. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui intéresse notre compagnie turque? C'est ce qu'ils obtiennent immédiatement. Et qu'est-ce qu'ils obtiennent immédiatement? Ils obtiennent 100 hectares. Ils obtiennent des exonérations, mais effroyables. Ils obtiennent, moi je ne sais pas. Soyez précis. Exonération effroyable, c'est pas précis. Oui, mais écoutez, tout ce qu'on peut accorder comme exonération en matière de taxes, jusqu'à la prise en charge de charges sociales par l'État du Sénégal, ça figure dans cet accord. Il n'y a pas d'incitation comme dans tous les pays du monde. On incite ceux qui investissent à investir. Mais laissez-moi terminer, M. Kane. M. Kane, laissez-moi terminer. Je vous relance aussi. Ça fait partie du jeu. Parce que tout cela est pris en compte. Pour faire quoi? Pour faire du fer à béton à partir de billettes. Mais le problème, c'est que nous avons déjà une industrie locale qui non seulement fabrique du fer à béton à partir de fer lisse, mais également, on a même une aciérie qui fonctionne à Sébikotane à partir de ferraille. Mais vous savez, le vrai scandale, donc le vrai problème, inciter oui, mais pourquoi créer une telle distorsion au niveau des avantages fiscaux par rapport à ceux qui sont déjà installés? Pourquoi? Et qui font le job? Mais il y a pire. Je ne sais pas, comme vous dites, si ça a quitté l'accord pour rester dans le contrat, mais on lui donne à cette société un droit de préemption sur la ferraille. C'est grave. Vous aurez une voiture en ferraille, cette société aura le droit de venir prendre la main. Droit de préemption. Mais c'est un scandale incroyable. Que fait-on de la propriété privée au Sénégal? Vous savez, je ne sais pas ce qui se trouve dans le contrat parce que nous ne l'avons pas vu, on est tous d'accord. Il y a eu un MOU qui a été mis sur la table par Ousmane Sonko. Le DG de l'APIX dit que cela n'a rien à voir avec l'accord signé. On n'a pas encore vu l'accord, mais vous savez très bien, Monsieur le Premier ministre, que ma voiture ou la vôtre, personne ne peut venir la prendre sans votre accord ou sans mon accord. On est bien d'accord. Non. Attendez. Pour parler basiquement. Attendez. Non, soyons clairs. Oui.
vous avez une voiture abandonnée à l'état de ferraille. Vous en êtes propriétaire, toute la ferraille appartient. Mais pourquoi dans un texte, on donne droit à une société, pas aux autres, celui de préempter la ferraille existante sur le territoire du Sénégal, avec, bien entendu, la possibilité d'en céder aux Sénégalais. Et vous trouvez ça normal, M. Khan? Ah non, non, moi je ne, voilà. je ne commente pas. Donc, sur la base, je dis qu'il me paraît difficile de prendre à quelqu'un bien qui lui appartient. Mais c'est pourquoi je vous parle de scandale. Raisonner de manière basique. Mais c'est pourquoi je vous parle de scandale. Oui. Donc, à moins de sortir ce contrat, mais qu'est-ce qui s'y oppose? Le contrat a été signé. Oui. Il engage le Sénégal. Il engage des Sénégalais. Il engage les ressources. Vous êtes des contribuables, nous sommes tous des contribuables. Nous sommes tous des contribuables. Il y a des impôts qui ne vont pas être payés par un contribuable, il va être privilégié. Il y a des charges qui ont été annoncées, des charges sociales, sécurité sociale, comme devant être à la charge de l'État du Sénégal, c'est-à-dire à votre charge et à la mienne. On a quand même le droit d'avoir accès à ce contrat, mais qu'il le publie. Et à ce moment-là, tout sera clair. Mais sur la base de l'information disponible aujourd'hui, nous sommes en face d'un scandale. Non pas encore sur la question de la Falémé, parce que cette entreprise, je vous pose la question, ce sont des miniers ou des aciéristes? Ce n'est pas à moi de répondre à votre question. Ce n'est pas à moi de répondre à votre question. Dommage, je pense que c'est une question qui est destinée au gouvernement et qui devra répondre à votre interpellation. Dommage, oui. Parce que je pense, moi, personnellement, qu'il appartient quand même aux journalistes de faire une part d'enquête. Vous savez, le ArcelorMittal, ça a échoué, pourquoi? Parce qu'on a traité avec un aciériste plutôt qu'avec un minier. Et les intérêts de l'industriel en sidérurgie ne sont pas toujours ceux du minier. On est dans quelle situation aujourd'hui? On va chercher. J'ai commencé à chercher. Vous êtes là pour répondre aux questions. Nous allons chercher ensemble. Aujourd'hui, c'est vous qui répondez aux questions. Nous allons chercher ensemble. Oui. Personnellement, je n'ai pas vu, mais je ne peux pas m'engager trop vite, qu'il s'agisse d'un minier. Apparemment, c'est un aciériste. Ça, c'est la première des choses. C'est aussi, il faut le savoir, question d'opportunité, mais peut-être que ça va servir au Sénégal, un aciériste spécialisé dans les tuyaux pour le transport de gaz. Donc, c'est aussi une bonne chose, n'est-ce pas? Que ça vienne, on va parler tout à l'heure du gaz, mais oui. Il n'y a jamais de hasard. Mais le vrai problème, c'est qu'il faut être transparent, il faut informer, il faut défendre les intérêts du Sénégal. Défendre les intérêts du Sénégal, c'est également ne pas créer une concurrence déloyale et surtout ne pas mettre en danger la propriété privée des Sénégalais. Sur le pétrole et le gaz, on ne peut pas ne pas parler de la fameuse enquête de la BBC. Le chef de l'État a répondu à une question qui lui a été posée il y a quelques jours en disant que c'est une aberration de parler de scandale à 10 milliards de dollars. Vous vous êtes prononcé justement sur ce fameux documentaire de nos confrères de la BBC. Pour le président, c'est une aberration que de parler de scandale. Je vais vous dire une chose. La BBC, sur la base de ceux qui m'ont montré très rapidement, n'a rien inventé. Par contre, est-ce que la documentation dont elle dispose correspond, encore une fois, c'est la différence entre le MOU et le vrai contrat, correspond à la réalité de ce qui a pu être négocié ensuite. Ça, c'est la première chose. Mais vous savez, le problème, il n'est pas dans un scandale de 10 milliards. Mais M. Khan, un scandale de 1 milliard ou de 500 millions, moi, je le trouve déjà énorme. On n'a peut-être pas le même référentiel, mais même s'il ne s'agit que de 1 milliard, ce qui s'est passé est extrêmement grave. Et pourquoi? Parce que le problème, il n'est pas à ce niveau-là. Le problème, il se trouve ici. Pourquoi a-t-on violé la loi sénégalaise, une loi qui ne permettait pas
d'attribuer des permis pétroliers et gaziers aux sociétés de Franck Timis qui employaient Aliou Sall. Voilà la vraie question. Pourquoi cela n'a été possible que parce qu'on a produit du faux par le biais d'un rapport de présentation présentant un décret qui permettait l'attribution. Voilà les vraies questions qu'il faut se poser. Et ce faux dont vous parlez, vos compatriotes vous interpellent là-dessus. Ils ont été nombreux encore dans les questions Facebook à vous demander, Monsieur le Premier ministre, en tant que Premier ministre, avec votre cabinet, c'est la question d'Abdoulaye Dione et d'autres qui ont réagi à cette émission, comment il peut être trompé dans un dossier aussi important? Alors, il faut dire à Abdoulaye Dione, je ne m'étendrai même pas sur le sens du contre-saint, mais il n'a qu'à se renseigner. Mais ma signature figure sur le décret, en bas de celle du président de la République. Vous pouvez être trompé quand vous êtes directeur général, quand vous êtes président, quand vous êtes Premier ministre. Nul n'est à l'abri d'une tromperie. Et l'exemple vécu récemment avec le cas de Mamadou Ouri Diallo le prouve. Le président a reconnu avoir été trompé. On lui a présenté un décret qu'il a signé alors que le nom de Mamadou Ouri Diallo n'aurait pas dû y figurer. On vous a trompé ou plutôt vous avez manqué de vigilance? On m'a trompé. On est en présence, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est en présence d'un faux construit pour tromper. Mais il faut aller au-delà de ça, M. Khan. Lorsque vous êtes trompé et que vous constatez que vous êtes trompé, mais vous engagez des enquêtes, vous portez plainte, lorsque vous considérez que vous êtes trompé. Mais c'est ce que j'ai demandé, dans un premier temps, à M. le Président de faire. Je lui ai écrit, lettre ouverte d'ailleurs, pour que nul n'en ignore. Et c'est ce que j'ai fait dans le cadre du Congrès de la Renaissance démocratique, le mois dernier, le 21 juillet. J'ai été trompé, je porte plainte pour faux et usage de faux. Ou vous êtes trompé, ou vous ne l'êtes pas. Et quand vous ne l'êtes pas, vous ne portez pas plainte. Et c'est pourquoi le président de la République n'a pas porté plainte. Il n'a pas été trompé. Il est au courant. Mais c'est un aveu. Vous avez porté plainte, mais laissez le soin à la justice de faire son travail. Il ne s'agit pas de justice. Non, vous avez déposé une plainte auprès du juge d'instruction, n'est-ce pas? Avec oui, M. Mamadou Lamine vous êtes Diallo. en train d'anticiper. Oui, d'accord. Oui. Non, je compare... Oui, c'est pour essayer d'avancer. Non, je compare deux attitudes, deux comportements. Nous sommes deux à avoir été trompés. En tout cas... Vous considérez que vous avez été trompé? Écoutez, non. Tout le monde, y compris vous, M. Khan, vous acceptez que le rapport de présentation contient une fausse information. Est-ce que Franck Timis, oui ou non, a les capacités techniques, a l'argent suffisant pour exploiter un permis pétrolier conformément aux dispositions de l'article 10 Dans du le Code cas pétrolier. précis, vous avez été deux à signer, Monsieur le Président de la République et Monsieur le Premier ministre. Vous avez considéré que vous avez été trompé, mais est-ce que le Président n'a jamais dit qu'il a été trompé? Mais c'est ça l'aveu. Oui. Mais M. Khan... Il ne l'a jamais dit. Non, mais oui. Il ne l'a pas dit, mais il faut qu'il le dise, parce qu'on sait, tout le monde sait que c'est faux. L'information est fausse, elle n'est pas correcte. Et vous pensez que c'est par hasard, comme ça, que j'ai commencé par lui dire, mais attention, Monsieur le Président, l'information est fausse, en démontrant pourquoi, en lui demandant d'engager une enquête. Vous avez donc porté plainte. On a porté plainte. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? On a porté. Donc ça, c'était pour la réponse à Abdoulaye Dione, elle est importante. Quand vous êtes trompé, vous portez plainte pour faux et usage de faux. Quand vous n'êtes pas trompé et que vous considérez que vous n'avez pas été trompé, vous ne portez pas plainte. Or, il est sûr qu'il y a faux et usage de faux. Donc, si le président de la République ne porte pas plainte ou ne demande pas qu'il y ait
une plainte engagée, des enquêtes engagées pour faux et usage de faux, c'est qu'il savait et qu'il n'a pas été trompé. Ça, Faux et usage de faux en écriture publique contre X, faux et usage de faux contre Franck Timis, Wang Jong-Kwang, Aliou Sall, détournement de deniers publics contre Timis et M. Kwang, complicité de détournement contre Aliou Sall. Où est-ce que vous en êtes? Alors, on a déposé le 21 juillet, et à ce jour, il n'y a pas de suite. C'est la procédure, non? Une procédure retardée, parce que normalement, le doyen des juges doit nous faire retour avec une ordonnance de consignation. Il y en a eu plusieurs autres sur d'autres affaires postérieures à la nôtre. Pour l'instant, ça ne bouge pas. Nous Il y a des vacances judiciaires aussi. Non, ça vous fonctionne. Le savez, non? Non, ça fonctionne. Écoutez, on a presque l'impression que vous êtes avocat. Non, je pose des questions. On n'en est pas loin. Il y a des vacances judiciaires. Non. Il y a, quand il s'agit d'enfermer Guy Marius Sagna, de ne pas entendre Adam Agaï, peut-être qu'il y a des vacances judiciaires ou pas, c'est selon. Mais là, en tout cas, compte tenu de l'importance de cette affaire, je crois qu'on ne peut pas se réfugier derrière des vacances judiciaires. Il y a une continuité de la justice, il y a un code de procédure pénale. Ce qu'on constate, c'est que le juge d'instruction ne respecte pas, pour l'instant, le code pénal. C'est aussi simple, le code de procédure pénale. C'est une volonté de ne pas aller au fond des choses? C'est votre sentiment? C'est pour l'instant ce que je retiens, en tout cas, et on verra bien comment ça va évoluer. Enquête bouclée. Quand le procureur de la République, après les révélations de nos confrères, avait saisi la DIC pour des auditions, vous aviez été entendu, la DIC a bouclé son enquête, a remis le rapport au procureur, qui en principe a dû saisir le doyen des juges d'instruction. Votre commentaire? Écoutez, c'est une procédure qui n'aboutira pas. Moi, on le savait, ça. On le savait. Quand vous engagez une procédure d'abord basée sur l'appel à témoins, et surtout recherche de corruption, c'est-à-dire de ceux qui se cachent le plus, on sait que ça ne marche pas. Et le Sénégal sait qu'il est extrêmement difficile de prouver la corruption. C'est pourquoi la CRI a été mise en place. Dans des cas comme ça, et comme ce régime a eu à le faire pour d'autres, qu'on ait recours à la CRI, si on veut trouver qui a été corrompu ou pas. Vous voulez que ce dossier soit confié à la CRI? Non, moi, je ne veux rien du tout. Je constate. Je savais que ça n'allait aboutir à rien. Il était important que le Sénégalais, le peuple sénégalais, sache qu'ils avaient quand même toute l'information disponible par devers eux. Elle a été donnée. S'ils disent qu'ils recherchent de la corruption, mais qu'ils fassent en utilisant les procédures les plus efficaces, ou qu'eux considèrent comme les plus efficaces, et qu'ils ont utilisées, c'est la procédure de la CRI. Par contre, si on veut vraiment que cette affaire connaisse une suite en justice, que l'on engage une procédure visant le faux et l'usage de faux. Aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que c'est prouvé qu'il y a faux. Oui, mais dans le décret, dans les rapports de présentation, c'est dommage, j'aurais dû les apporter pour vous les faire lire, parce qu'apparemment vous ne les avez pas encore lus, mais il y a une information mensongère concernant les sociétés de Franck Timis. Quand vous dites que PetroAsia, qui est la société mère de Petrotim, est une ancienne société qui a beaucoup d'expérience et beaucoup de moyens financiers, qu'il s'agit d'une société qui a été créée il y a quelques semaines avec un capital de 5 millions de francs CFA, avec un monsieur Wang, c'est du mensonge. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est du faux. Vous savez quand même que j'ai lu beaucoup de documents, monsieur le Premier ministre. Oui. J'ai été le premier journaliste de ce pays à vous avoir dit qu'il y a un décret qui porte votre contre-signature. Très juste. On est bien d'accord. Donc vous vous rappelez très bien de cela.
Oui, vous vous rappelez de cette partie? Oui, je vous ai rappelé que vous aviez Absolument. contresigné un décret. Absolument. Qui fait l'objet de débats. C'est à partir de ça, d'ailleurs, que j'ai commencé à mener mes enquêtes. Oui, maintenant, au-delà de ça, ça fait partie aussi des interpellations de vos concitoyens qui vous disent, mais si M. Abdoul Mbaye était si sûr que cette affaire n'allait pas aboutir, pourquoi il a accepté d'être entendu par la DIC? Et est-ce qu'il a pu rapporter la preuve que M. Aliou Sall a été, comment dirais-je, corrompu? Un appel à témoins, c'est un appel à témoins. Ceci dit, après, vous apprenez qu'en fait, on cherche un corrompu. Et au départ, ils ne l'ont pas dit. Hein. Au départ, c'était simplement appel à témoins que ceux qui connaissent des choses sur l'affaire Petro-Tim viennent donner leur message. L'important, c'est que le procureur de la République, sur la base de mon témoignage, dispose de tous les éléments et il peut requalifier les faits. C'est ça qui est important. Vous avez donné des preuves que M. Aliou Sall a touché des pots de vin? Non, encore une fois, pour moi... C'est une question centrale. Oui, mais non. La question centrale, oui, c'est quel est le rôle exact de Aliou Sall. Pour moi, Aliou Sall est un complice. Et vous l'avez prouvé? Évidemment. En disant quoi? Et c'est ce que je viens de vous dire. Il ne peut être que complice. Il est complice parce qu'il représente les intérêts de Petro-Tim et il est le seul interlocuteur de Petro-Tim au Sénégal. Il a dit lui-même, vous l'avez entendu aussi bien que moi, qu'il a fait les démarches pour faire gagner de l'argent à Franck Timis, qu'il employait. Il a justifié le revenu mirobolant qu'il percevait de Franck Timis. Et il a pu obtenir... Le salaire, vous voulez parler du salaire? Il a pu 25 000 $. Et il a pu obtenir la signature qui a provoqué également, d'après le contrat qu'il a signé, alors là aussi vous me direz, mais est-ce que le contrat a donné lieu à paiement effectif ou à réalisation? Mais il a obtenu ce qu'on lui demandait d'obtenir, avec en contrepartie, prévu contractuellement, des actions dans les sociétés de Franck Timis et une prime de 250 000 $. Donc vous ne pouvez pas ne pas considérer, encore une fois, et cela a été prouvé qu'il a touché les 250 000 $. Écoutez, il y a des choses qui relèvent d'une enquête de police. Il y a des faits, par contre, qui sont probants et que vous portez à la connaissance de la police. Les faits, encore une fois, c'est que Franck Timis n'a pu obtenir de décret que par faux et usage de faux, que l'interlocuteur, l'un des principaux interlocuteurs de l'État, hormis Franck Timis, c'était quand même M. Aliou Sall, directeur général de Petro-Tim, qui travaillait pour Petro-Tim et qui travaillait pour faire obtenir ce permis, et qui a réussi à l'obtenir. Donc, je ne vais pas prendre le risque de dire Aliou Sall est l'auteur principal. Non. Mais il est complice, puisqu'il a contribué à faire mettre entre les mains de Franck Timis, de manière illégale, en violation de la loi du Sénégal, des permis pétroliers et gaziers. Mais ça, c'est quelque chose de simple à comprendre, je crois. Le juge d'instruction... Alors maintenant, oui, où est l'auteur principal? C'est ça le problème. Le juge d'instruction est chargé de clarifier tout cela. Lui qui instruit à charge et à décharge. Je rappelle que nous recevons le président de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail, ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye. Tout à l'heure, lors de nos échanges, vous semblez être scandalisé par autre chose en disant que vous auriez appris que le décret de nomination de l'actuel président du Conseil constitutionnel était introuvable. Pourquoi? Vous le dites, pourquoi vous semblez si scandalisé par cela? Mais écoutez, vous avez lu sans doute l'article de notre compatriote Seybani Sougou.
il a constaté que le mandat de M. Pape Oumar Sakho, remplaçant M. Cheikh Tidiane Diakhaté, paix à son âme décédée, devait s'achever le 12 août 2016, parce qu'il assurait la continuité du mandat de ce dernier, qui lui avait commencé le 13 août 2010. Il y a, lorsque vous visitez le site du Conseil constitutionnel, rappel du premier décret, donc avec mandat se terminant le 13 août 2016, concernant Pape Oumar Sakho, et indication d'un décret 1222 du 12 août 2016, prorogeant, disons, accordant un nouveau mandat de 6 ans. Mais ce mandat, ce décret est introuvable. Il n'existe pas sur le site informatique du journal officiel. Est-ce que cela prouve qu'il n'existe pas? Alors, vous posez une bonne question. Il se pourrait qu'il existe dans le journal papier et qu'il ait été oublié. Ça pose quand même problème, mais qu'il sorte le journal papier. Vous me direz, et s'il n'existe pas sur le journal papier, ça veut dire encore qu'il existe. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Mais le problème, c'est la légalité du décret. Quelle serait la conséquence de écoutez, cela? Un décret qui n'est pas publié n'a pas de valeur légale. Et depuis le 13 août 2016, si tel est le cas, Pape Oumar Sakho n'a pris que des décisions qui ne sont pas légales. Ah, c'est ma conclusion. Et on n'a pas de président de la République aujourd'hui. Nous, déjà, dans l'opposition, on disait qu'il est peut-être légal, mais il n'est pas légitime. Alors là, il serait non seulement illégitime, mais il n'aurait même pas de support légal à son mandat. Mais on va attendre. C'est d'une gravité incroyable. On va attendre et on va voir le journal papier, s'il existe contenant ce décret, sans aucun doute qu'il sera porté à la connaissance du public, mais ça fait déjà quelques jours. Vous le dites avec un sourire alors que vous parlez d'une situation grave. Écoutez, ça voudrait dire quoi s'il n'existe pas? Pour reprendre vos propos. S'il n'existe pas, ça veut dire qu'ils ont inventé un numéro. Et vous savez, on reviendrait à ce moment-là dans des situations plutôt cocasses, tristes, mais cocasses. Vraiment, qu'ils produisent rapidement ce document, car nous en avons besoin pour être rassurés. Abdoul-Mbaye, nous allons écouter un Sénégalais vous interpeller avec la complicité d'Aliou Diassé. Quand vous étiez nommé Premier ministre, le tout nouveau Premier ministre de Macky Sall en 2012, vous nous avez parlé de gabegie, de gaspillage. Vous nous avez parlé de gouvernance, de bonne gouvernance et sobre. Mais aujourd'hui, pourquoi vous vous retournez contre Macky Sall pour parler de gaspillage des biens de l'État? Aujourd'hui, pourquoi ce revirement à 100 degrés? Vous avez compris la question de l'auditeur? Bon, pas très bien, mais je pense... Vous parliez de gabegie quand vous avez été nommé Premier ministre, faisant allusion à l'ancien régime. Exact. Vous continuez aujourd'hui à tenir le même discours. Mais parce que simplement, la situation n'a pas changé. Sauf jusqu'en août 2013. Parce que vous étiez là? Parce que j'étais là et parce que nous étions dans une logique de resserrement des dépenses. Et je ne le dis pas comme ça. Moi, vous savez, j'ai une formation un peu particulière. Nous avons, et vous pouvez le constater, nous avons, dès la première année, produit un rapport d'activité du gouvernement. Et dans ce rapport d'activité du gouvernement, vous allez retrouver les économies faites sur les téléphones, les économies faites sur les consommations d'essence, tout ce que nous avons fait ou cherché à faire
parce qu'on a commencé à mettre en œuvre les mesures sur les dépenses de voyage, sur les dépenses d'eau et d'électricité dans la fonction publique. Mais c'était le gouvernement qui fonctionnait en fonction des engagements pris par le président Macky Sall. Mais après, ça s'est arrêté. Et on est retombé dans les mêmes travers. Et ce n'est pas moi qui en parle aujourd'hui, c'est le président Macky Sall lui-même qui en parle. Je crois qu'il faut quand même que l'auditeur prenne en compte cela. C'est le président Macky Sall lui-même qui, au terme de 7 années de mandat, dit « on est en train de gaspiller, il faut redresser ». Est-ce qu'il l'a dit comme ça? Non, c'est vrai, je il a parlé de véhicules en disant que plus de 300 milliards ont été dépensés pour l'achat de véhicules. Il a parlé d'économies à faire sur plusieurs éléments de dépenses, il a donné des instructions, mais c'est un discours qui se tenait en 2012. Et nous avions mis en œuvre un début de réponse. Quand je dis nous, d'ailleurs, ce n'est pas Abdoul Mbaye, c'est Abdoul Mbaye et l'ensemble du gouvernement, et ça, avec d'ailleurs, il faut le rappeler, un rôle très important joué par le secrétaire général, la secrétaire générale de la présidence à l'époque, Aminata Tall, Madame Aminata Tall. Donc c'est pas un travail de Abdoul Mbaye, c'est une équipe qui croyait en ce que nous tenait comme discours le président de la République. Et toutes ces mesures ont été engagées. Puis après, il faut le dire, il y a eu gabégie. D'ailleurs, même le Fonds monétaire international, avec le langage policé et diplomatique qu'on lui reconnaît, accepte que les choses se sont en plus accélérées pendant l'année précédant la campagne présidentielle. Donc vraiment, la gabégie, le gaspillage, c'est le président de la République lui-même qui souligne qu'elles sont là et qui appelle à des mesures de correction. Alors, faut-il y croire? On verra bien dans quelques années. On est rattrapé par le temps, mais on va quand même essayer de prendre encore quelques minutes. Votre passé de banquier, Abdoul Mbaye, des dossiers sont ressortis à propos de Hissène Habré, de Bocar Samba Dièye. Sur Hissène Habré, vous aviez eu à déclarer que seulement 250 millions avaient été reçus. À l'époque, vous étiez le patron de la BST. Et certains de nos confrères de la CBAO, certains de nos confrères ont eu à publier des documents, notamment Libération, Le Quotidien, pour dire que ce n'était pas exact, qu'au moins 1 milliard de francs CFA avait été encaissé dans les banques que vous dirigez. Vous répondez quoi? Je confirme que c'est un dépôt de 250 millions qui a été effectué à la CBAO. Par contre, vos confrères ont soutenu, malheureusement, avec une reprise par Madame Aminata Touré, il faut le dire, ont soutenu que j'avais reçu 16 milliards de francs CFA. Bon, je crois qu'il est important d'ailleurs qu'ils s'interrogent sur le fret que représente 16 milliards de francs CFA en billets. Vos confrères sont allés trop loin. Très sincèrement, vous savez, je m'étais juré de ne jamais porter plainte contre des journalistes, mais là quand même, trop c'est trop. Vous vous rendez compte, l'un d'entre eux, Madiambal Diagne, pour ne pas le nommer, ose même écrire nous avons la preuve que des bons aux porteurs, au nom de Abdoul Mbaye... Oui, ça a été dit. Écrit. Oui. Bon, d'abord, quand vous avez un bon au porteur, il est anonyme. Pour qui connaît le fonctionnement bancaire. Ce n'est pas du niveau de Madiambal Diagne, c'est vrai, mais j'ai trouvé ça d'une gravité extrême. Et donc, c'est pourquoi j'ai décidé de porter plainte pour diffamation. Mais il y a mieux. Quand vous voyez ce qu'il publie, ce sont des documents anonymes, effectivement. Et comment pouvez-vous prouver que ça appartient à Hissène Habré? Il n'y a pas de numéro de compte,
Il n'y a pas de nom. Alors vous ramassez un document comme ça, vous publiez et vous dites que ça appartient à Hissène Habré. En tout cas, ces documents publiés font état de plus d'1 milliard de francs CFA. Mais vous pouvez sortir des documents, puisqu'ils ont ces moyens-là, au niveau des banques, et atteindre 100 milliards de francs CFA. Le total des dépôts de bons sous forme de bons aux porteurs, mais probablement dans l'ensemble des banques dépasse les dizaines de milliards de francs CFA, ou les centaines de milliards. Mais à qui les attribuer? À qui appartiennent-ils? C'est ça. Alors on construit comme ça des choses totalement fausses. Alors là, j'ai décidé de ne pas rester spectateur et j'ai porté plainte pour diffamation contre eux. Parce que trop, c'est trop quand même. Contre Madiambal, évidemment, et contre comment il s'appelle le journal Libération? Oui, un certain Guissé, qui... Bon, on retrouve hein, les suppôts du régime, mais cette fois-ci, trop c'est trop. Pourquoi vous les qualifiez ici? Parce qu'ils vous ont apporté la contradiction? Mais certainement pas. Non, ce n'est pas de la contradiction, c'est de la fausse information. Vous êtes journaliste, c'est quand même important de faire la différence. Mais surtout, ils sont systématiquement, dans des démarches de ce type. Bocar Samba Dièye a dit ceci, je l'ai retrouvé dans les archives. Hein. Vous lui aviez proposé de mettre en place la banque sénégalo-tunisienne qui a été rachetée par Attijari Bank. Étant d'accord sur le principe, je lui ai demandé à avoir 25% des actions, mais Abdoul Mbaye m'a trahi. À ma grande surprise, il a installé Aliou Sow dans l'actionnariat et ne m'a accordé que 3000 actions. C'est par la suite que je suis arrivé à les multiplier par 10, mais quand Abdoul Mbaye vendait la banque aux Marocains, il ne m'a jamais mis au courant. Et quand il a eu des problèmes avec eux, il est venu me voir pour me dire de lui prêter toutes mes actions afin qu'il puisse les combattre, ce que j'ai refusé. Vous confirmez ces propos de Bocar Samba Dièye? Oui, écoutez, comment voulez-vous que je confirme ce genre d'ineptie? D'abord, je ne veux pas entrer dans du commérage, très sincèrement. Ce qu'il faut retenir, c'est que d'abord, Aliou Sow, c'est pas moi qui suis allé le chercher. C'est lui qui est venu me chercher. Paix à son âme, si on parle Paix à d'Aliou son âme. Sow, c'est lui qui est venu me chercher. Pourquoi? Parce que l'État du Sénégal avait souhaité faire recours à lui pour redresser la banque. Et M. Aliou Sow a dit, son fils peut en témoigner, il s'appelle Oumar Sow et c'est lui qui a fait la démarche, je ne suis pas banquier, par contre je suis prêt à y aller si Abdoul Mbaye y va. Donc je n'avais pas la maîtrise de l'actionnariat. Mieux, j'ai imposé, il a accepté, la présence de Sénégalais pour lesquels j'avais du respect, parmi lesquels Bocar Samba Dièye. Et c'est ainsi que Bocar Samba Dièye est devenu actionnaire en signant un pacte d'actionnaires, comme je l'ai moi-même signé. D'ailleurs, il faut vous dire, moi, je n'avais pas un rond. J'ai dit à M. Aliou Sow, paix à son âme, et vraiment, il a été magnanime, j'accepte de te financer pour que tu sois actionnaire. Par contre, donne-moi ta maison en garantie, ce que j'ai fait. Mais ce n'est pas moi qui ai décidé du tout. Bocar Samba Dièye, aujourd'hui, se dit ruiné, trahi. Il n'est pas trahi. Oui. Encore une fois, intéressons-nous aux faits. Oui. Le problème de Bocar Samba Dièye est le suivant. Il a été poursuivi par la CBAO parce qu'il devait de l'argent qu'il n'a pas payé. Bocar Samba Dièye, parce que ça aussi, il faut, dans les enquêtes, il est bon de ne pas se contenter de déclarations, mais d'aller aussi à la recherche des faits, et notamment de ceux qui sont accessibles et disponibles. Sa stratégie de défense a consisté à dire « Non, il y a 5 milliards qui sont passés dans mon compte sous le prétexte qu'il s'agit d'une traite, or cette traite n'existe pas. » La banque a recherché, parce qu'il s'agissait de traites traitées à l'époque de la BST, mais depuis il y avait eu la fusion et les archives auraient pu se perdre.
Mais Abdoul Mbaye et ses équipes ont laissé des archives propres et bien classées. Et la traite a été retrouvée et Bocar Samba Dièye a perdu son procès. Voilà les faits. C'est aussi simple que ça. Dernière chose, Monsieur le Premier ministre, récemment, votre vie privée a été évoquée, notamment pour une affaire de divorce. Mais ma question va au-delà de ce problème de divorce. Quelle réflexion vous inspire le rapport entre la vie publique et la vie privée? Écoutez, merci de poser cette question parce que, vous savez, très sincèrement, on m'avait prévenu. On m'a dit, attention, tu vas faire de la politique, ça va être difficile, l'expression wolof habituelle, Daradiaruko, etc. Mais très sincèrement, ce que j'ai vécu va largement au-delà de ce à quoi je m'attendais. Mais l'important, c'est que ça ne faiblisse pas ma détermination. Et croyez-moi, à chaque fois que je reçois un coup, à chaque fois, je suis encore plus déterminé pour mener le combat que j'ai choisi de mener. Celui d'une politique, justement, qui fasse l'économie de cette manière de voir l'opposition. Mais l'opposition, elle est nécessaire à la démocratie. L'opposition ne cherche pas à la détruire par la transhumance, par l'emprisonnement, par l'inéligibilité construite, parce que c'est ça qui est recherché avec ça. Hein. On veut me rendre inéligible. Et je suis condamné pénalement avec sursis. On vous a reproché d'avoir fait du faux, puisque vous évoquez les faits. Je vais vous dire. Oui. On a reçu enfin l'arrêt de la Cour d'appel. Oui. On va donc faire pourvoi, on a déjà engagé un pourvoi en cassation. J'ai lu en détail cet arrêt. Dans ce document, j'ai recensé 6 mensonges, 6 contre-vérités pures, des mensonges. Comment peut-on rédiger un arrêt au niveau d'une cour d'appel et mettre du mensonge? Je vous en donne un, parce que vous pouvez aussi mener vos enquêtes. On dit « Abdoul Mbaye reconnaît avoir acheté une villa à Fann pendant son mariage ». Mais c'est faux. On dit Abdoul Mbaye, alors pour dégrader la qualité du témoignage de l'ancien greffier en chef, c'est ce que vous dites, alors, puisque je suis poursuivi pour usage de faux, parce qu'il y a eu faux, il y a l'ancien greffier en chef qui a dit non, c'est pas du faux, ça existe, mais pour dégrader son témoignage, on dit oh, le fils de ce dernier a demandé un emploi à M. Abdoul Mbaye, donc on comprend qu'il ait pu faire une telle déclaration, alors qu'il s'agit d'un monsieur d'une grande respectabilité, sur la base de ce que j'ai entendu dire, que je n'ai jamais rencontré. Mensonge. Mais comment peut-on aller jusque-là? Mais moi, je suis atterré. Ceci dit, on cherche à me rendre inéligible. Moi, je vais vous dire, je retiens... Vous voulez être maire de Dakar? Non, je vous dis... Vous n'êtes pas candidat. Je vais vous dire pourquoi. Je ne suis pas candidat. Mais je vais vous dire pourquoi ça m'arrange. Parce que moi, j'ai une philosophie. Hein. Tout ce qui m'arrive me rend plus fort et je poursuis mon chemin. Vous savez, aujourd'hui, et j'en parlais tout à l'heure lors du Conseil national que nous avons tenu au niveau de l'acte, je disais, mais finalement, c'est une bonne chose que Abdoul Mbaye devienne inéligible. Au moins, quand je m'adresserai aux populations pour leur dire ce que je pense de la gestion du Sénégal, de la manière d'améliorer les choses, de la nécessité de changer les choses pour leur mieux vivre, au moins elles ne penseront pas « Ah, il parle parce qu'il veut la place d'eux ». Non. Mais croyez-moi, mon engagement ne faiblira pas. Et je serai aussi déterminé qu'au tout début de ce dernier, et même davantage. En 10 secondes, Khalifa Sall, le président de la République, a évoqué son dossier.
il y a quelques jours dans un entretien accordé à une radio étrangère en disant que la décrispation politique n'est pas liée à une grâce, mais que s'agissant de la grâce de Khalifa Sall, cela dépend, comme des autres grâces, de sa volonté, de son désir, en 10 secondes. Jusqu'à preuve du contraire. Oui. Jusqu'à preuve du contraire, je considère que Macky Sall ne va pas gracier Khalifa Sall. J'attends de voir le contraire. Alors pourquoi? Vous savez, sur cette année, et même peut-être davantage, puisqu'il est aux affaires depuis longtemps, vous apprenez à apprécier un homme. Monsieur Macky Sall n'est pas magnanime, il est méchant. C'est comme ça. Il y a quand même d'autres. Enfin, je vous parle de Khalifa Sall. Foncièrement méchant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est un politicien rusé, il va le rester, il l'a toujours été. Et à ce titre, la présidentielle de 2014 a encore son importance. La chasse 2024, aux candidats... 2024, vous voulez dire? De 2024, pardon, oui. Je me suis trompé. De 2024, il est encore important pour lui, c'est une échéance importante pour lui. La chasse aux candidats pour cette élection n'est pas fermée, parce que de deux choses l'une, ou le président de la République cherche à rempiler, comme l'Afrique nous y a habitués, ou alors il assure ses arrières en mettant quelqu'un de son choix. Et dans les deux cas, il a besoin de ne pas avoir de fortes personnalités, comme Khalifa Sall en présence, et puis surtout, le libérer ou le gracier aujourd'hui, dans le contexte d'un PS qui cherche à se retrouver, un jeu que Khalifa Sall pourrait perturber, moi je ne crois pas du tout. Merci Abdoul Mbaye. Je rappelle que vous êtes le président de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail, ancien Premier ministre de la République du Sénégal. Le jury du dimanche recevait donc Abdoul Mbaye, à la présentation Mahmoud Ibra Kane, à la technique Aliou Diassé, Babacar Ndiaye et toute son équipe pour ITV, E-Media SN, mais aussi Binta Alexandra Ndiaye et Biram Pouy pour les réseaux sociaux. Merci de nous avoir écoutés et regardés. Rendez-vous dimanche prochain.